prit une côte de l'homme et cria à la femme, puis l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voilà en fait l'os de mes os et la chair de ma chair. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour paraphraser un verset des Écritures saintes, en Genèse, le chapitre 2, le verset 21 à 24. Un lien fort se crée entre un mari et sa femme, mais il arrive que ce lien soit brisé par les chaînes de la mort. La perte d'un être cher, s'en remet-on vraiment? Tel est le thème de notre émission d'aujourd'hui, et si on en parlait? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la WF1 TV. Le mariage est un lien d'union sacrée qui unit un homme et une femme. Ce lien est tellement fort qu'on ne souhaiterait pas affronter cette douleur qu'est la perte de son conjoint. Pour parler de ce sujet assez délicat, nous avons sur le plateau 3 invités, dont 2 grandes dames qui vont partager avec nous leur histoire. Madame Astou Fall, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci. Bonjour à vous aussi. Merci beaucoup. Nous avons aussi Madame Kumba Diallo Ndiaye. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci à vous, merci à mes amis avec qui je partage le plateau. Et bonjour à ceux qui suivent vos manifestes. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons Dr Soukaina Diop, que vous connaissez certainement. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Merci de m'avoir invitée. Perdre un être cher, perdre son conjoint, est tout aussi douloureux pour un mari comme pour une femme. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des dames sur le plateau, mais ce sujet concerne aussi les maris qui ont perdu leur conjoint. Ça concerne aussi les amis, la famille. Alors, Dr Diop, en général, perdre un être cher, on dit que c'est savoir se réinventer sans l'autre. Et on a coutume de dire que beaucoup de femmes veuves connaissent des difficultés financières et beaucoup d'hommes se sentent souvent dépassés par la vie domestique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est justifié? Bien, écoutez, effectivement, cette phrase de départ de perdre quelqu'un, c'est devoir se réinventer sans l'autre. Je pense que ce n'est pas seulement valable dans le cadre de la vie maritale. Perdre un enfant cause une expérience proche de celle-ci parce que c'est l'histoire qu'on écrit à deux, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie tous les jours, de faire des choses pour cette personne, de faire des choses avec cette personne. Ça fait que notre regard sur nous-mêmes change parce qu'on se voit à travers les yeux de l'autre. Comment est-ce que l'autre nous voit? Est-ce qu'on a fait telle activité ou est-ce que telle activité va plaire à l'autre personne? Et donc tout cet espace de vie qu'on partageait avec l'autre doit s'arrêter. Oui. On doit trouver une manière de combler le vide laissé par l'autre. Donc effectivement, il y a cet aspect-là qui est émotionnel. Maintenant, il y a toutes les difficultés qui en découlent. Un foyer, 2 personnes qui gèrent ce foyer. Forcément, si jamais une des personnes vient à disparaître, eh bien, on se retrouve seul face aux mêmes charges parce que les autres membres du foyer, ils sont toujours là et ils représentent toujours le même nombre de charges, malgré que le conjoint ne soit plus là. Et donc, on se retrouve quand même à devoir assumer non seulement les 2 rôles sur le plan humain, en tant que parent, en tant que membre de la société, mais également sur le plan financier, parce qu'il n'y a pas la moitié des charges financières qui disparaissent, elles restent toujours présentes. Maintenant, le fait que l'homme seul se retrouve en difficulté face à gérer les charges du quotidien, eh bien, effectivement, de la même manière que lui, il joue son rôle dans son foyer, eh bien, la femme aussi joue un rôle important dans le foyer. C'est elle qui structure le foyer et qui lui donne un sens. Et donc, quand elle n'est plus là, effectivement, l'homme peut se retrouver perdu parce qu'il y a énormément de choses qu'il n'a jamais eu à gérer dans le foyer. Et il se retrouve face à toutes ces charges dont il ne savait même pas qu'elles existaient, en fait. Toutes ces tâches dont il ne pensait pas qu'il fallait les faire. Et il y avait un être humain qui faisait ça tous les jours, mais on n'a pas l'impression de reconnaître les différentes activités qu'une maîtresse de maison gère, et pourtant il y a énormément de choses. C'est tout un travail d'organisation, en fait, qui fait remarquer l'absence de cette personne. Et des fois, on entend dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, quand quelqu'un perd son conjoint, tu es encore jeune, tu dois refaire ta vie. Bon, c'est vrai que c'est une phrase qui découle d'un bon sentiment, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un peu minimiser la perte actuelle? Eh bien, le concept de refaire sa vie est faux déjà, pour commencer. On ne peut pas refaire sa vie.
d'une manière générale, on peut jamais refaire sa vie. On peut continuer, mais refaire sa vie, on n'a pas besoin de jeter notre vie à la poubelle. Pourquoi refaire? Tout à fait. Donc quand on dit à une personne, tu peux refaire ta vie, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ce qu'elle a maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec? Refaire sa vie, ça veut dire qu'elle va se débarrasser de ce qu'elle a fait jusqu'ici et recommencer à zéro. Alors que c'est pourtant une idée très répandue socialement. Et elle vient du fait que, culturellement, lorsque une femme était en situation de deuil, quand elle était veuve, elle pouvait, entre guillemets, refaire sa vie, mais il y avait parfois quelque chose qu'on appelle le lévira, qui fait qu'elle se remariait, mais au sein de la même famille que celle du mari. Et ça, c'était pour que les enfants continuent à être dans le cadre familial paternel, dans le système patriarcal. Mais sinon, lorsque la femme était très jeune, elle pouvait choisir de se remarier à l'extérieur, avec quelqu'un d'autre d'une autre famille, mais elle laissait ses enfants à la famille paternelle. Et c'est là qu'elle refaisait sa vie. Donc elle se mariait ailleurs, elle faisait d'autres enfants, et elle refaisait littéralement sa vie. Mais le problème vient du fait qu'une femme, c'est pas une pièce qu'on peut déplacer de vie en vie. C'est un être humain qui parle, qui pense, qui a un destin, qui a un choix, qui a une identité, qui avait des volontés. Et lorsqu'elle a fait le choix de faire sa vie avec cette personne, elle l'a fait pour une raison. Et les raisons sont encore là, même si la personne n'est plus là. Les raisons de faire sa vie avec cette personne sont toujours là. Son ambition de qu'est-ce que c'est qu'un foyer, comment est-ce qu'elle veut élever ses enfants, dans quelle école est-ce qu'elle veut qu'ils aillent, tout ça, ça existe toujours. C'est une vision que le couple partageait. Ils avaient peut-être des choses qui différaient, mais cette vision-là, ils la partageaient, c'est ce qui les a poussés à construire une vie de famille ensemble. Nous allons revenir sur cette idée un peu plus tard. Alors, Madame Ndiaye, ça fait 4 ans et demi que vous avez perdu votre conjoint et je suis vraiment désolée. Mais on va revenir un peu sur les bons souvenirs que vous avez partagés avec lui, comment vous êtes rencontrés par exemple, et les enfants. Ça fait 4 ans et demi que j'ai perdu mon mari. Mon mari était une personne exceptionnelle à tout point de vue. C'était une personne aimante, gentille, et qui m'encourageait, qui m'épaulait, qui, si j'ose dire aujourd'hui, si j'ai atteint un certain niveau, dans mon travail, dans l'éducation de ces enfants, c'est parce que j'ai eu la chance d'être encadrée, soutenue et épaulée par un homme aussi exceptionnel que mon défunt mari. On s'est rencontrés à l'occasion d'un, ça s'appelle je crois, les collectivités éducatives. Donc mon mari était directeur de collectivité éducative, il était en même temps ingénieur de l'aviation. Il préférait chaque année prendre un mois de congé, faire de ses activités aéroportières pour être avec les enfants. Donc vous imaginez la qualité exceptionnelle qu'il avait. Donc on s'est rencontrés, moi j'ai l'habitude après chaque repas à midi de faire ma sieste. Et il a remarqué, il m'a dit, mais toi là, j'ai remarqué que quand les gens sont autour de la plage, les gens sortent, toi tu ne sors pas. Moi je lui ai dit que je suis fille d'un gendarme. Alors j'ai été éduquée comme ça. Après chaque repas de midi, je vais faire la sieste. Donc il a eu le temps de m'observer. Donc quand le séjour est terminé, il m'a proposé de me ramener chez moi. Et comme je voulais prouver à mes parents que j'ai bien travaillé là-bas, j'étais très jeune, je venais juste d'avoir mon bac, il m'a accompagnée à la maison. Alors je l'ai présenté à mes parents. Donc, on s'est connus comme ça. Donc on s'est mariés, je venais juste d'être admise au concours de l'École nationale des arts. Après 3 mois de cours, on s'est mariés. Donc il m'a encouragée, comme je l'ai dit tantôt, il m'a vraiment encouragée. C'était lui qui, quand je faisais un devoir à la maison, il me corrigeait. Donc il me corrigeait. Donc durant 3 ans de formation, il était là à côté de moi, il m'encourageait. J'ai porté ma première grossesse à l'occasion de la soutenance. Il m'a accompagnée jusqu'à l'université. Il m'a donné des recommandations. J'ai fait la soutenance. J'étais enceinte de ma première fille. Après, j'ai travaillé. Il était toujours là. 15 ans après, j'ai décidé de reprendre les études et il m'a encouragée à le faire. Il a fait la même chose. Il a corrigé les mémoires. Il m'a soutenue. Bon, jusqu'à l'aube de sa vie, il était malade. Ça n'a pas duré, ça a juste duré 2-3 mois comme ça et il est parti. Mais il était là aussi pour les enfants.
Les enfants ont eu le goût des mathématiques et des sciences physiques, c'est parce qu'il les a couvés. Combien d'enfants vous avez? Nous en avons eu 4. Donc, après chaque devoir, les enfants savaient déjà le note avant qu'on ne rende les copies. Donc, c'était un homme qui était toujours présent. Oui. C'est Oui. ce que je vois. Oui, oui, très présent. De très bons souvenirs. Oui, oui, oui. Et justement, en parlant de ça, Madame Fall, j'ai vu lorsqu'on discutait un de ces jours-là que vous avez un grand cadre dans votre salon, vous et votre mari. Et ce cadre m'a beaucoup touchée. Et j'ai l'impression que vous vous retrouvez aussi un peu dans l'histoire de Madame Ndiaye. Oui, à peu près, hein? À peu près, parce que moi aussi j'ai eu à rencontrer mon mari dans le cadre du travail. Étant stagiaire dans une maison de la place, bon, il était mon chef de stage en comptabilité et après, bon, avec une différence d'âge quand même. Alors, je l'ai découvert comme un homme bon. Il était bon, simple, courtois et puis poli. En plus, d'autant plus qu'il était lébou comme moi. Alors, comme dans notre famille, on adore les lébous. Bon, donc, et ma mère est de Rufisque comme lui. Alors, du coup, on l'a appuyé pour qu'il puisse devenir mon mari quand je l'ai présenté à la famille. Bon, donc, on a cheminé ensemble. Bon, il a toujours été là. Et là, je peux vous dire que j'ai pas été trop peinée à la perte de mon papa. Parce qu'il était là comme un papa pour moi, pour un mari déjà, parce qu'on s'aimait trop fort. Bon, et puis, on était trop passionnés et tout. Il y avait une différence d'âge. Bon, j'ai trouvé en lui un éducateur, quelqu'un qui me tirait, qui m'accompagnait, qui me couvait, si bien que je n'ai même pas senti la lourdeur du décès de mon papa. Et il était là comme un papa parce qu'il a été grand enfant. Donc, il me couvait presque comme ses enfants, tu vois. Et j'ai trouvé en lui des vertus, beaucoup de vertus. Il a toujours été là avec ses enfants, bon, sa famille, qui était très aimable aussi, qui m'ont adopté, qui m'ont pris comme leur enfant. Je n'ai jamais eu de problème dans cette famille, dans sa famille. Mais lui, il est resté malade 2 ans quand même. Et c'est quand il est tombé malade avec une certaine violence, j'ai été obligée de tout laisser tomber, de fermer boutique et tout, parce que l'assistance était totale. Alors du coup, on s'est battu, il a été très noble dans la maladie. Il ne s'est jamais plaint, surtout qu'il ne voulait pas que ses enfants se rendent compte qu'il souffrait. Mais il avait une grandeur dans la maladie. Et ses enfants aussi ont grandi dans ce sens. En ce moment, j'avais des petits-enfants. Ils n'étaient pas tellement en âge qu'ils étaient à l'école. L'école secondaire, bon, il n'y avait pas un qui commençait à travailler ou bien quelque chose comme ça. Ils étaient très jeunes. Votre mari est parti lorsque vos enfants étaient encore très jeunes? Encore jeunes, à l'école secondaire. La dernière que j'ai eue avec lui faisait le BFM. Alors donc, et j'avais la famille élargie. Il y avait ses enfants, ses autres enfants qui étaient avec moi, qui faisaient le cycle universitaire avec moi. Donc on était tous dans la maison, une grande famille, une petite maison, mais une grande famille quand même. Mais il y avait l'harmonie totale dans la maison. On s'aimait, bon, on se chouchoutait, on se respectait. Et moi, j'étais là au centre pour l'épauler, pour l'accompagner dans cette tâche. Combien de temps il est parti? Bon, ça fait... Bon, il est parti... ça fait combien de temps encore? Je peux dire, quand j'ai eu ma première petite fille. Alors... moi, je pense que comme il devait partir, c'était le bon moment de partir. Parce que quand il est parti, il était malade, très malade, mais je ne pensais pas à la mort. Je n'ai jamais pensé que la mort serait là pour nous séparer. Oui.
bien qu'il soit très malade. Mais quand il est parti, bon, Dieu a fait que quelques mois après, ma première petite fille est venue au monde et elle m'a donné goût à la vie. Je me suis remise avec cette fille-là. Donc je me suis dit que c'est une bénédiction de Dieu. Bon, j'ai réappris à vivre avec cette petite fille. Ce sont des très belles histoires. Avec cette petite fille qui pouvait voir ça. Elle n'a pas eu la chance de voir son grand-père, qui était un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel et qui aimait bien ses enfants et ses petits-enfants. Mais heureusement qu'il les a vus avant de partir. Madame Pal, comment est-ce que vous êtes arrangée justement pour l'éducation de vos enfants? Là, c'est des enfants qui ont été éduqués comme tout le monde. On s'est efforcé de créer cet équilibre dans la famille, dans la vie de couple. Cet équilibre avec l'appui du mari quand même, qui a été là comme un papa, comme un guide, et qui me corrigeait parce que j'étais encore très jeune, une jeune femme. C'était pas évident. C'était pas évident pour une raison ou pour une autre, mais il a toujours été là, il me corrigeait. Il faut faire comme ça parce que tout ça va finir et demain, ce que les gens vont raconter, ce sera ça l'essentiel. Et ça va te glorifier. Et ça, il me le répétait tout le temps, c'est pas comme ça. Parce que c'était pas évident quand même, parce que il a des enfants, de grands enfants, pour qui je pouvais être leur tante, mais pas leur maman. Mais il m'a forgé. Moi, j'ai toujours été dans une famille monogame, mais Dieu en a décidé que je sois avec un homme qui avait déjà une famille et que cette famille devait venir me rejoindre en partie pour se faire. Et puis aller continuer leur vie. Donc il était là en ce sens, à m'accompagner en ce sens. Et ce n'était pas évident, mais comme on dit en Wolof, am kilifa. Donc quand il est parti, avec l'appui de ma famille surtout, qui a pu être là, de mes frères, de mes sœurs, de ma mère qui était là, bon, et des enfants bien éduqués qui étaient là, qui s'étaient soumis, quand même, qui me laissaient coacher. Bon, j'ai pu quand même me réinstaller et puis les encadrer. Madame Diaye, vous aussi, comment est-ce que vous êtes arrangée justement avec l'éducation de vos enfants? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident quand même de le faire lorsqu'on est seul. Lorsque mon mari est décédé, ils étaient tous des mineurs. Donc, le plus âgé avait 16 ans. Les autres étaient déjà à l'école primaire. Et papa, il était à la fois le prof de maths, le prof de français et le prof de PC. Donc, vous imaginez ce que j'ai dû ressentir après son décès. Qu'est-ce que je vais devenir pour l'éducation des enfants. Et la trame intellectuelle qu'il avait, il adorait les études, comme je l'ai dit tantôt. Alors, j'en ai parlé à une nièce. Et comme je n'avais pas suffisamment de moyens pour prendre un professeur, j'ai plus de garçons que de filles. Et à un moment donné, un garçon a besoin de la figure paternelle pour se construire et se reconstruire. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, j'ai deux rôles, de papa et de maman. Et j'essaie tant bien que mal de les orienter, de les encadrer, de les coacher, comme on dit. Parce que papa, lui, c'est comme s'il savait qu'il allait partir tôt. Donc, il m'a prévenu. Il m'a dit, pour, par exemple, le plus jeune, il faudra le surveiller. Les autres, il faudra faire ça, ça, ça. Les autres, il faudra faire ça, ça. Donc, c'est comme s'il savait. En fait, il m'a préparé. Il m'a préparé à la mort, voilà. C'est ça. Moi, j'ai eu ça à un moment donné, dans la maladie. Mon mari, un jour, il m'a appelé, il m'a dit que la plus jeune, qu'il fallait l'encadrer. Sa grande sœur, elle me dit, celle-là,
il faut la surveiller. Mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit non, pour rien, Assou. Vas-y, parce que je sais que tu seras à la hauteur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ces rôles-là, il me les a donnés. C'est pour ça, quand il y avait des prises de décision très importantes par rapport à leur avenir, bon, je faisais ce que mon instinct me dictait, en fait. Bon, après, je vais aviser. Parce que la plus grande, je l'ai donnée en mariage. L'année où il devait intégrer l'école des arts, il a réussi au concours. Il y a un monsieur qui voulait coûte que coûte l'épouser. Il était encore très jeune. Mais heureusement que jusque-là, ça va. J'ai fini par la donner en mariage en la confiant à cet homme-là. Et il s'en occupe comme il se doit. Jusque-là, je touche du bois. Il l'a accompagné et il doit même soutenir cette année. Donc, c'est un choix que j'ai eu à faire qui me glorifie le mieux. Parce que je sens quoi, que c'est une décision que j'ai prise. En ce moment-là, c'était difficile. Parce que j'avais peur pour son avenir. Elle devait étudier. Et bon, c'est une femme, elle était précoce, il fallait qu'elle se marie. Elle l'a voulu, elle aimait son homme qui était là. Il ne lui a pas fait la cour d'ailleurs. Et là, je leur ai dit, bon voilà, on s'engage. Et là, je l'ai confié à cet homme-là. Et il est là comme son papa, son mari, son ami. Et il le couvre. Et je prie Dieu que ça continue comme ça pour très longtemps. Moi, excusez-moi, moi, dans ma famille, les décisions, on les prend en famille. Parce qu'on avait l'habitude avec papa de nous asseoir tout le temps, et d'échanger. Il disait aux enfants, il avait l'habitude de poser une question et qu'il trouve à 1000 francs. Donc les enfants ont grandi avec cet esprit. Donc s'il y a une décision importante, moi je ne regarde pas l'âge de mon enfant. On s'assoit dans le salon. Je dis, il y a telle information, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, chacun donne son avis. Moi, je suis en retrait et je les écoute. Je les écoute. Des fois, si je veux qu'ils prennent la décision qu'ils m'arrangent, j'oriente les réflexions vers ça. Mais je les associe toujours, tout le temps. Même pour une décision qui m'interpelle directement, je les convoque. Il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Maman pense reprendre les études. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, maman, on t'encourage à le faire. Donc, moi, les décisions, je les prends en famille. C'est parce même que vous avez eu à tisser des liens. Voilà. Des même liens une note. Vraiment très forts. Voilà. Même une note. Un 0, un 20. On le communique dans la famille. Parce que pour moi, c'est une façon d'installer l'homéostasie dans la famille. Quelqu'un qui a 0, il dit, venez, moi j'ai 0 aujourd'hui. Moi j'ai 1 aujourd'hui. Et là, je suis à l'aise parce que je sais que cet enfant doit être renforcé quelque part. Quelqu'un qui vient avec un 15, il me dit, maman, j'ai un 15. Venez tous, moi j'ai un 15 aujourd'hui. On applaudit. Donc c'est comme ça que je les pousse un peu. Il n'y a pas cette peur-là de cacher ce qu'on ressent, de mentir. Je vois ça. Quand ils sont libres de vous dire que j'ai 1 par exemple, j'ai 0, c'est-à-dire il n'y a pas eu cette peur-là de cacher leurs notes, de peur que... Non. Je leur ai dit, s'il y a une lacune, il faut communiquer les lacunes. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Vous en pensez quoi, Dr Diop? Je pense que vous avez réussi à installer une véritable démocratie. Chez vous, où les enfants partagent et vous présidez au conseil de la famille et vous avez la possibilité d'entendre la voix de chacun. Je pense que c'est très important. C'est très important, surtout que chacun se sente libre de pouvoir communiquer ses émotions. Excusez-moi, et surtout, on prend des décisions, souvent on a peur de trop déranger les autres. Chaque fois, tu appelles l'oncle, tu appelles les tantes, tu appelles la maman. Bon, souvent, tu as l'impression de les déranger avec cette famille-là. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire une famille dans une famille, mais quand même, on peut s'épauler pour pouvoir aider cette famille à continuer à se faire. Moi, je pense que c'est ça. Mais souvent, bon, moi, par exemple, j'ai des retenues. Ce n'est pas parce que je ne veux pas communiquer, mais je me dis que je vais les déranger.
ils vont encore m'entendre pour mes enfants, ils vont encore m'entendre pour ma vie. Bon, mais peut-être ça peut ne pas être le cas. Peut-être eux aussi, ils tendent l'oreille. Ils attendent que tu leur reviennes, que tu leur viennes avec vos problèmes. Mais souvent, c'est une question d'éducation. Tu te dis que non, je dois sauvegarder quand même une certaine dignité par rapport à mes enfants. Les enfants grandissent, ils vont grandir, ils grandissent comme moi. Donc je dois arrêter ça, je ne dois pas le faire. Tout ce qui ne va pas aller vers les parents, là aussi, bon, ils vont avoir des frustrations sans te le dire. Donc tu essaies de prendre l'affaire en main, de jouer le rôle de la mère et du papa, et c'est toujours pas évident. Il arrive qu'on s'enferme, on est des humains, et pleurer pour dire que, et puis se lamenter auprès de leur père qui n'est plus là. Mais pourquoi tu es parti et me laisser cette famille comme ça? Qu'est-ce que je vais faire? Hein? On a construit ça ensemble, personne ne devait mourir, on devait être ensemble pour mener quand même ce projet à bien, à bon port. Quand même le projet qu'on a déjà mis en route pour quand même l'amener le plus loin possible. Tout à fait. Alors, il arrive des fois qu'on ait justement de la culpabilité. Et un jour, en discutant avec une jeune femme qui a perdu son mari après 3 mois de mariage, elle a exprimé ses sentiments en disant avoir des regrets poignants, ne pas avoir fait suffisamment pour son mari. Elle a regretté des moments qu'elle n'a pas pu passer avec son mari. Alors, avant de parler de ce sentiment de culpabilité, je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Ici on en parlait, et aujourd'hui nous parlons d'un thème assez délicat, assez tabou, je dirais, la perte de son conjoint. S'en remet-on? Et pour parler de ce sujet, nous avons sur le plateau 3 dames, dont Madame Fall, Madame Ndiaye et aussi le docteur Diop. Alors, nous revenons sur ce sentiment de culpabilité. Docteur Diop, souvent on dit que le sentiment de culpabilité est indissociable au travail du deuil. Est-ce que nous pouvons dire que justement le sentiment de culpabilité est indissociable au travail du deuil? Bien souvent dans le parcours pour dépasser la perte d'un être cher, d'abord on est assommé par la nouvelle, on ne comprend pas. On a du mal à accepter cette réalité-là, à comprendre comment réagir. On est juste assommé par la nouvelle. Ensuite, il peut y avoir le sentiment de tristesse. On ne sait pas comment répondre à cette situation et on ressent une profonde tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ça nous arrive de cette manière? Et après, il y a la culpabilité également, qui est un autre sentiment qu'on peut ressentir très fortement à ce moment-là. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire différemment? Comment est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Est-ce que j'aurais pu me comporter différemment avec cette personne pour que ces derniers jours soient différents? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la situation? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi plus tôt? Et c'est très important de comprendre que tous ces sentiments-là sont normaux. C'est normal de passer par toutes ces étapes. Parce que, quelque part, ce sont les étapes qui sont nécessaires pour qu'on accepte le départ de cette personne, la disparition d'un être cher, mais aussi qu'on comprenne que la relation qu'on entretiendra avec cette personne désormais sera différente. Ce ne sera plus la relation qu'on a avec une personne avec qui on vit tous les jours, mais ce sera une relation qu'on a avec le souvenir d'une personne avec qui on a vécu. Et ce n'est pas la même relation. La relation qu'on entretient avec quelqu'un avec qui on vit tous les jours, c'est une relation qui, tous les jours, peut être changée, améliorée, différemment. Des nouveaux développements peuvent arriver qui changent au quotidien la relation. On peut être en accord, en désaccord. Le futur, on ne le connaît pas. Donc, tous les jours, on peut avoir des mots différents avec la personne, des conversations qui peuvent réparer ou envenimer ou changer la situation. Et donc, la relation est toujours ouverte à tout changement. Et donc, le sentiment qu'on a vis-à-vis de cette personne, notre disposition vis-à-vis de cette personne, se fait d'une manière. Tandis que lorsqu'on est dans une relation vis-à-vis de quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus là, c'est une relation qui est terminée au moment où la personne a disparu. Et donc, on a nos souvenirs et notre relation avec cette personne en tant que souvenir. C'est-à-dire, on a tous ces souvenirs auxquels on se réfère pour des références. Par exemple,
voilà, cette situation, on l'a déjà vécue comme ça. Leur père aurait géré cette situation, vous l'avez fait, avec sa façon de faire, mais aussi la vôtre. C'est un peu comme s'il était là, mais que vous aviez pris la décision ensemble. Parce que vous vous êtes dit, si, c'est un peu comme si dans votre discours, on l'entendait, si c'était juste moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais là, je fais à la manière dont lui et moi, on aurait fait ensemble, en me servant de son exemple, comme si vous cherchiez un consensus avec la personne qui n'est plus là. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que, en tant que parent, vous faites continuer à vivre l'image du père dans votre relation avec vos enfants. Madame Daye, est-ce que vous aussi, vous avez eu aussi un sentiment de culpabilité après son décès, quelque chose que vous n'avez peut-être pas bien fait, vous avez regretté? Moi, j'avoue que je n'ai pas eu ce sentiment de culpabilité, mais un autre sentiment. Parce que je me disais que chaque fois, je pouvais mieux faire. Vous savez, moi, mon mari, il ne tombait jamais malade. Donc, quand il disait, mais toi, papa, tu es malade, il faut aller à l'hôpital, il me disait, moi, je ne suis pas malade, Kumba, je ne suis pas malade, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Alors, quand j'ai senti que son état se dégradait, j'en ai parlé des amis qui travaillent dans les hôpitaux. Alors, on a essayé de concocter un plan. L'endormir, amener une ambulance, l'amener à l'hôpital. Quelqu'un m'a dit non, il ne faut pas faire ça, c'est contre la déontologie. Alors, j'ai essayé de le manager pour qu'il accepte d'aller à l'hôpital. Un beau matin, j'ai pris un taxi, il m'a dit, où est-ce qu'on va? Je lui ai dit, on va juste à l'hôpital. Quand je l'ai amené à l'hôpital, j'ai appelé ses frères, j'ai appelé ses cousines, j'ai appelé ses soeurs. Je lui ai dit que je n'amène pas à l'hôpital. Quand je l'ai amené, ils l'ont hospitalisé. Et l'urgentiste m'a dit, vous avez un mari intelligent. Pourquoi il n'est pas allé à l'hôpital depuis? C'est que je n'ai pas ressenti de signes cliniques. Or, intérieurement, il était en train de souffrir, mais il ne voulait rien dire. Mon mari était sportif. Il était en même temps arbitre de judo, de karaté, de football et de boxe. Donc, vous voyez une personne comme ça, s'il se couche, c'est comme un monument qui se couche. Donc, il ne voulait pas extérioriser devant ses enfants qu'il était souffrant. Et quand il se levait le soir, moi je me réveillais. Il me disait, mais Kumba, pourquoi à chaque fois que je me lève, toi, je te réveille? Tu ne dors pas? Il disait que c'est un sentiment. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un me tape pour me demander de me réveiller parce que toi, tu avais besoin de quelque chose. Donc, quand je l'ai amené à l'hôpital, lui, il bénéficiait d'une prise en charge. Mais j'ai pris, moi, ma prise en charge. J'ai pris mon argent. Il en avait, j'ai pris mon argent. Et j'ai discuté avec une amie, je lui disais, vous connaissez l'histoire de Seigne Touba et de Cheikh Ibra Fall? Il m'a dit oui. Cheikh Ibra Fall, il a œuvré toute sa vie pour Cheikh Ibra Fall. Et j'ai dit à mon ami là, même si je devais courir comme Cheikh Ibra Fall a couru pour Seigne Touba, je ne ferais pas assez pour mon mari. Parce que c'est un homme qui m'a tout donné. Qui m'a tout donné et qui est venu. Une personne qui est venue morte à côté de moi avec tout son amour. Son dernier regard, quand je l'ai quitté, il pleurait. Et son frère disait, jusqu'à son dernier souffle, il est en train de pleurer parce qu'il t'aime. Donc moi, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Mais je me dis toujours que je pouvais mieux faire. Je pouvais mieux faire. Voilà. Et vous n'avez jamais pensé à vous remarier depuis son décès? Parce que... ça fait 4 ans et demi, mais je ne pense pas à me remarier. Parce que trouver une personne comme un défunt mari, ce n'est pas juste aisé, à tout point de vue. Parce que, à mon avis, on se marie pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on a des soucis financiers. J'en ai, certes. Et on cherche un homme pour combler ce vide. On se marie parce qu'on se sent seul. Je me sens seule, mais je me comble avec la compagnie de mes enfants. On se marie pour plusieurs raisons, hein, mais moi, pour l'instant, je préfère trouver la stabilité en moi-même, d'abord,
trouver de la stabilité avec mes enfants. L'avenir appartient au bon Dieu. Et pour l'instant, j'y pense pas trop. Tu es encore jeune. Vous étiez bien entourée pour pouvoir affronter cette perte. Oui, oui. Et Badiane l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas musulman pour rien. Quand un choc nous tombe dessus, comme le décès d'un conjoint ou d'un enfant, c'est très dur, mais on se remet au bon Dieu. Et c'est vers qui on se tourne quand c'est dur. Moi, actuellement, je parle à Dieu partout, à chaque instant. À chaque instant. C'est comme si j'échangeais avec lui comme ça, comme vous et moi. Donc ça me réconforte. Il y a aussi l'entourage de mon mari qui est là et qui est très présent. Parce que mon mari était fils unique. Donc, était aimé, adoré de sa famille. Donc j'ai le soutien de ma belle famille, de ma famille biologique, de mes amis, de mes enfants. Donc je me glorifie de ça. Et vous, Madame Fares, quand on discutait, vous aviez dit dans votre intervention que vous êtes sentie entourée d'une grande famille. Parce que vous aussi, vous ne vous êtes pas remariée. Tu sais, quand on accompagne un homme quand même pendant un certain nombre d'années dans une maladie, qui était très lourd quand même physiquement, quand il part, souvent, bon, on a envie de se reposer, de se retrouver. Parce que quand même, on est vivant, on n'est pas mort. Bon, de se retrouver, de se reposer. Et souvent, les gens sont pressés. Ils pensent que la reconstruction, c'est rapide. Ils ne te laissent pas le temps. Et puis, les blessures varient selon les couples. Il y a des pertes qui sont lourdes les uns par rapport aux autres. Les lourdeurs diffèrent. Alors là, physiquement, tu as besoin de te refaire. Parce que tu te dis que toi aussi, tu ne dois pas partir. Parce que l'héritage qu'on t'a laissé, c'est à toi de le prendre en main et de pouvoir quand même le mener à bien. Et on te laisse un héritage de toute une famille que tu dois prendre en héritage avec dignité. Avec dignité, bon, en ce moment, tu as besoin quand même qu'on t'approche. Tu as besoin des autres qu'ils t'approchent, qu'ils te guident, qu'ils te soutiennent bon, moralement, psychologiquement, financièrement. Tu as besoin qu'on t'écoute, qu'on te comprenne, qu'on te laisse le temps de te refaire. De redevenir la personne que tu étais auparavant, qu'ils ont toujours connue. Et là, ça prend du temps, ça diffère d'une personne à une autre. Et là, avec le soutien du bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu t'accroches à lui. Tu t'accroches à lui et puis tu rassembles quand même les outils que tu as pour avancer. Bon, et c'est en fonction quand même de tes priorités que tu te refais. Les responsabilités, ça n'arrête pas. Alors donc, du coup, se remarier devient pour moi non une priorité, mais c'est envisageable quand même. C'est à envisager parce qu'on est des musulmans. Qu'on est des musulmans et puis qu'on est vivant. On doit faire ce que font les vivants. Hein? On est encore là, bon, et puis la vie continue. Des fois, Dr Diop, on dit que la parole est libératrice. Donc, est-ce que forcément on a forcément besoin d'un thérapeute ou bien comme Madame Diaye et Madame Fares, c'est plutôt d'être entouré de ses amis, de sa famille, mais aussi d'être proche du bon Dieu, de le prier sans cesse pour avoir ce soutien-là? Eh bien, effectivement, la parole est libératrice. Bon, je prêche pour ma paroisse, je suis thérapeute. Oui, mais c'est ça. Ce que l'on dit en général, c'est que lorsqu'il y a une activité qui nous permet de trouver du bien-être et que quand on l'a fait, ça nous fait du bien. Quand on se sent mal, c'est vers cette activité qu'il faut aller. Que ce soit la spiritualité, que ce soit la famille, que ce soit une activité physique, que ce soit le fait de faire des choses en famille, c'est-à-dire avec ses enfants, que ce soit le travail ou que ce soit l'accomplissement à travers un projet humain ou social ou sportif.
je pense que ce qui est important, c'est de collecter, de pouvoir être capable de rassembler ses émotions et de fabriquer quelque chose avec. De fabriquer quelque chose qui nous permette d'évacuer une certaine tension, mais aussi de laisser un héritage à cette personne qui est partie. On doit mettre quelque chose à la place. Très bien. Que ce soit continuer la famille avec une nouvelle génération, prendre sa place dans la guidance de cette nouvelle génération, que ce soit continuer à développer son activité. Certaines personnes arrivent à faire ce travail à travers l'appartenance à une association de personnes encadrant les victimes d'une maladie, par exemple. C'est dans cette manière-là qu'ils font continuer à porter du soutien aux personnes qui ont eu la maladie que leur conjoint a eu, par exemple. Et c'est à travers cet aspect-là qu'ils arrivent à faire leur travail de deuil, à poursuivre et surtout à faire ce que le conjoint aurait fait s'il le pouvait. Effectivement. Et il y a aussi l'autre aspect, la spiritualité, ça nous permet de pouvoir s'élever au-dessus de nos émotions et penser à quelque chose de plus lointain qui permet de pouvoir évacuer justement cette tendance-là, cette difficulté qu'on a d'avoir l'impression que le problème dépendait de nous. La culpabilité, justement ce sentiment de culpabilité que nous pouvons ressentir, il y a dans cette posture l'impression que nous aurions pu changer quelque chose. On n'est pas aux commandes de la vie, on ne peut rien contrôler et on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur. Donc peut-être que parfois la question de la spiritualité nous permet de nous élever au-dessus de ça et de sortir de cette position où on a l'impression que c'est de notre faute et qu'on contrôle la situation. Et de s'en remettre à quelque chose de plus important, de plus global, d'une entité supérieure qui justement a le contrôle, ça nous permet de sortir de cette position où on se donnait l'impression que quelque chose était de notre faute. Parce qu'en vérité, rien n'est uniquement contrôlé par nous. C'est le destin qui choisit, c'est la vie qui choisit, c'est la religion, quelque part, nous permet de pouvoir se repérer par rapport à ce qui est déterminé. Et c'est pour ça peut-être que beaucoup de personnes choisissent la spiritualité comme voie pour essayer de pouvoir faire taire ces sentiments-là qui font du mal, qui font souffrir l'individu. La famille aussi joue un rôle où elle permet de pouvoir contenir la personne, lui dire il y a des moments où tu peux avoir la possibilité d'exprimer tes émotions. Donc, ils nous permettent de pouvoir être dans un espèce de sas à part pour évacuer. Et eux prennent justement le contrôle sur l'éducation des enfants pendant quelques temps. Et dans ce contexte-là, la famille peut aider beaucoup parce qu'en étant présent, ils autorisent à la personne qui vit principalement ce deuil de se retirer pour souffrir du deuil. Parce que ce qui est très difficile, c'est que pour faire le travail du deuil, il faut laisser évacuer la souffrance. Surtout. Or, lorsqu'on est parent, on n'a pas la possibilité de montrer notre souffrance devant nos enfants. Parce que c'est comme s'il fallait que nous, on tienne pour que la famille tienne. Or, pour qu'on dépasse ça, il faut qu'on souffre de ça. Qu'on fasse le deuil, qu'on pleure ce qu'on doit pleurer et qu'ensuite on démarre après ça. Lorsqu'on ne s'autorise pas à pouvoir exprimer cette souffrance, on garde la souffrance en nous et on ne la dépasse pas. Et c'est ce qui est plus difficile. C'est pour ça que la famille est un relais très important, comme vous l'avez indiqué de vos côtés. Effectivement. Très important. Et on a remarqué justement un autre constat en parlant de remariage. Il y a un constat qu'on a lu sur Internet qui dit que les hommes arrivent à refaire plus rapidement leur vie. Et là, ils ont parlé de deux sortes de deuil. Il y a le deuil intuitif qui correspond à la manière plus généralement féminine de vivre un deuil, c'est-à-dire ancré dans l'émotion, le besoin de parler, de s'exprimer. Il y a le deuil instrumental qui correspond à la manière généralement masculine de vivre un deuil, besoin de silence, de solitude. Mais juste après ce deuil-là, un homme est plus apte et refait sa vie plus rapidement. Est-ce que c'est un constat qui est justifié, justifiable? Eh bien, pour ma part, ce que je pense, c'est que ce sont des dispositions sociales. Un homme se remarie plus facilement, qu'il soit marié ou qu'il soit endeuillé ou pas, socialement. Après un divorce d'une personne qui est présente ou après un deuil. Socialement, il est plus valorisé qu'un homme se marie rapidement parce qu'on dit souvent que pour vivre dans un cadre familial avec des enfants, un homme a besoin d'une femme pour continuer à élever ses enfants. Donc la société va valoriser un remariage rapide parce que pendant que lui, sa femme n'est plus là, ses enfants, il faut qu'il s'en occupe et il a besoin d'aide pour s'en occuper. Donc, une nouvelle femme sera plus facilement accueillie
dans la vie d'un homme qui est endeuillé. Tandis que pour une femme qui gère son foyer, il est plus difficile même pour les enfants de cette femme-ci, quel que soit leur âge, d'accepter un nouvel homme à la place de leur père dans ce foyer. Donc, je pense que ce sont des questions qui viennent vraiment de structure de la société, de manière de vivre, de manière de penser, davantage que de réalité émotionnelle de l'individu. Même cette question de la réalité émotionnelle, c'est-à-dire les hommes qui expriment leur souffrance et les femmes qui expriment leur souffrance à travers des mots et les hommes qui ne l'expriment pas, c'est quelque chose de culturel. On apprend aux hommes de ne pas exprimer leur souffrance, on apprend aux femmes à être libres de parler de leurs sentiments. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est valorisé. Dans un foyer comme le vôtre là, où vous avez décrit justement le fait que vous autorisez les enfants à pouvoir dire ce qu'ils pensent, et ça ne sera pas la même chose chez vous, dans le futur, pour vos enfants, lorsqu'ils parleront de leurs émotions, de leur situation, parce qu'ils ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'avaler leurs sentiments et de se taire. Ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent. Ils réagiront d'une manière inattendue dans une situation comme celle-ci, parce que ce n'est pas une habitude pour eux de s'enfermer dans le silence. Or, socialement, il est vraiment dévalorisé qu'un homme puisse montrer pendant trop longtemps une situation de tristesse, parce qu'il est supposé tenir pour la famille, pour les enfants, et il n'est pas autorisé à montrer ses sentiments. Donc, je pense vraiment que ce sont des dispositions culturelles prévues par la société qui mettent en place ces cadres-là. Davantage que la réalité émotionnelle. On ne pose pas vraiment la question à un homme pour lui dire qu'est-ce que tu vis du deuil de ton épouse. La preuve, on a parlé du deuil, mais c'est un deuil. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'hommes sur le plateau? Effectivement, parce que les hommes sont aussi endeuillés que les femmes. Ils souffrent, mais il n'a pas le droit de le montrer, de l'afficher. Et puis, il a besoin d'approche, mais on ne l'approche pas, à part les jours de la cérémonie, de la perte. Mais après, les gens vont s'effacer. Souvent, c'est des coups de fil et après, rien du tout. Donc, il se prend en charge, comme dans certaines familles aussi, chez certaines femmes qui ont besoin d'être accompagnées le plus loin possible, le plus longtemps possible. Mais souvent, on vient, on t'installe quelque part, on te dit d'y rester. Les premiers jours du décès, on te dit de ne même pas plier les jambes. Tu dois t'asseoir par terre et puis ne pas plier tes jambes. Ça, c'est des genres de torture aussi. Je ne sais pas si c'est culturel ou bien si c'est la religion. Et souvent, tu n'es pas accompagné les premiers jours du deuil, de la perte du mari. Souvent, il y a des familles qui négligent ça. Mais il y a des femmes qui perdent la raison même en affrontant ces premiers jours-là. Moi, j'en ai vu, j'en ai connu. Donc, ils ont tenu, il y a qui tiennent, il y a qui ne tiennent pas du tout. Après, ils s'en sortent avec des séquelles. Ils vont avoir après peur même de se remarier, par peur de revivre ce qu'ils ont déjà vécu dans leur deuil. Quel conseil vous pouvez donner justement à toutes ces personnes qui ont perdu un conjoint? Parce que comme on le disait hors antenne, on a eu un cas d'une jeune femme qui a perdu son mari après 3 mois de mariage et qui a émis l'idée de se suicider. Donc quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces personnes-là? Moi, je suis une musulmane, je m'en réfère au bon Dieu d'abord. Il y a ma fille, un jour, elle vient, elle me dit, maman, oui, maman, comment tu as fait pour nous? On ne t'a jamais vu craquer avec papa. On ne t'a jamais vu vous disputer. Comment tu as fait pour ne jamais craquer en mélange? Elle vient de se marier, elle est encore jeune. Elle me demande comment je faisais pour ne pas craquer, pour ne pas péter les plombs, comme on dit. Alors je lui dis, mais rien, tout est question d'éducation. Tout à fait. Il faut donner le bon exemple à tes enfants parce qu'ils se servent de toi comme repère. Et tout se règle dans cette vie. Il faut tout le temps communiquer et puis croire en soi-même. C'est tout. Vas-y, il faut t'armer. Il faut, quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, il faut en parler. Il faut en parler aux personnes à qui tu penses pouvoir t'aider à transcender certaines difficultés. Mais il ne faut pas te plaindre à tout bout de champ, à tout moment, et puis respecter son mari. Comme ça, tu vas rester très longtemps avec ton mari sans jamais vous disputer.
Ouais, il faut rester des amis, il faut être des amis. Compréhension, respect et confiance. C'est ce qui manque à nos jeunes en ce moment. C'est pour ça les ménages volent en éclats. On n'a rien compris. Bon, voilà. Mais que Dieu nous en préserve quand même pour nos enfants. En tout cas, merci beaucoup pour ces très bons conseils que je garde aussi. Hein. Voilà. Madame Ndiaye, et vous, quels conseils est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous préconisez aussi pour ces personnes, des fois un peu mis à l'écart, on va dire? Le premier conseil que je donne à une veuve, c'est essayer de se ressaisir. Et de comprendre que cette main-là est venue et elle a pris. C'est le premier conseil que je donne. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Madame Diop, il faut être bien assise émotionnellement pour pouvoir accompagner son entourage proche, notamment ses enfants. Et quand on est veuve, on a besoin de ça. Et même quand on n'a pas d'enfants, on a besoin de ça pour se reconstruire. Parce que quand on perd un conjoint, comme disait Chinua Achebe, le monde s'effondre. Le monde s'effondre. Et quand on reste dans une posture où tout est flou, là on a besoin vraiment du soutien des autres. Des fois, on ne l'a pas. Parce que nous sommes dans une société où si on est dans une situation floue, on dit que souvent, excusez-moi du terme, mais pourquoi elle n'est pas oubliée? Pourquoi elle reste toujours à côté? Pourquoi elle est toujours colâtrée? Alors qu'on ne fait pas l'effort de comprendre. À un moment donné, on a besoin d'une main pour te tirer, pour t'extirper. C'est pour ça que moi, le conseil que je le donne à la veuve. Mais s'il m'était permis, je le donnerais aussi à à l'entourage. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Je sais qu'il y a une journée internationale des veuves qui est célébrée chaque 23 juin. Je ne sais pas si le Sénégal célèbre cette journée, mais je sais que le Gabon est très en avance. Et il faut encourager, ça fait partie des conseils, encourager des émissions comme ça. Ouais. Parce que le partage d'expérience est important. Non, et on ne parle pas des veuves. On n'en parle pas. Ils font partie de la société, ils sont dans la société. Et comme on dit souvent chez nous, tu es resté 1 an après le décès de ton mari. Il faut penser à te remarier. Donc forcément, l'opinion trouve comme seule issue le remariage. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. C'est une expérience difficile, mais toujours se remettre à sa croyance et savoir que si on n'avait pas, si on avait le choix, on serait resté avec nos maris, avec qui on a tant partagé, avec qui on a eu ce qu'il y a de plus beau dans la vie des enfants. Merci beaucoup. Merci. Docteur Diop, avant d'en arriver au conseil, Madame Ndiaye a parlé tout de suite du regard de la société. Lorsque, par exemple, tu décides de ne pas te remarier, ou même quand tu décides de te marier, qu'est-ce que vous pensez de ce regard de cette société-là? Est-ce que ça va plus nous enfoncer? Moi, je pense que le regard de la société, ce qu'il fait, c'est relayer peut-être l'image qu'on pense de son conjoint qui est décédé, se dire comment est-ce qu'il aurait réagi, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce monsieur-là, comment est-ce qu'il l'aurait vu, si jamais c'est quelqu'un qu'on connaissait avant, comment est-ce qu'il l'aurait vécu. Il y a toujours cette pression, cette difficulté-là, et je pense que c'est tout à fait naturel de la ressentir. Mais je pense qu'il y a aussi la peur soi-même de s'engager, comme vous l'avez dit vous, dans une nouvelle relation dans laquelle on donne tout et on risque de tout perdre. Et de se retrouver encore en position où on est encore face à l'imprévisible. Et se dire qu'on avait vu cette relation comme relation illimitée jusqu'à la fin de nos jours et vivre un recommencement, une resituation totalement différente de ce qu'on avait prévu. Je pense que c'est ce qui est difficile. Surtout, vous avez parlé toutes les deux de couples qui se sont construits quand vous étiez vraiment très jeunes. Donc toute votre vie a été rythmée par cette vie de famille, cette vie de couple. C'est dur d'imaginer une autre vie possible.
Mais moi, je pense que la vie, ça ne s'imagine pas, ça se vit. Et c'est le quotidien qu'on vit. C'est-à-dire, tous les jours, on vit notre quotidien. Et vous l'avez dit, on n'est jamais confortablement assise. La situation peut changer sans cesse. C'est bien de ne jamais être confortablement assise. Il faut être prêt à bouger, à réaménager, à s'adapter. Et c'est ça la vie, c'est s'adapter. S'adapter à toutes les situations qui arrivent. Maintenant, pour le conseil, pour cette dame jeune dont vous avez parlé tout à l'heure, de croire en soi-même, de croire en la vie, parce qu'avec le temps, tout se guérit. C'est ce qui est important à retenir. Ouais, c'est ça, tout se guérit. Et est-ce qu'il y a des groupes, parce que vous avez parlé tout à l'heure de certains groupes qui existent pour parler un peu de la maladie, etc. Est-ce qu'il y a aussi ces groupes-là qui réunissent par exemple des veuves et des veuves pour s'exprimer, pour se libérer? Eh bien, dans les associations de soutien pour certaines maladies, on peut rencontrer des parents de patients, des conjoints de patients. Et dans ces contextes-là, nous en avons parlé dans la dernière émission que nous avions fait ensemble de la LISCA pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on peut rencontrer des parents, des proches, des conjoints, de personnes qui ont vécu avec ces maladies-là. Mais toutes les personnes qui sont décédées ne sont pas forcément décédées pour ces conditions, ces maladies-là. Et donc, ça peut ne pas être pertinent pour certaines personnes de joindre ces associations. Mais vous avez parlé de la journée internationale du veuvage, des veuves. Et c'est une nouvelle pour moi, je ne savais pas que ça existait. Merci pour l'information. Je vous en prie. C'est organisé par l'organisation. Il y avait une association par l'ONU. Je ne savais même pas. Bon, c'est à travers de mes lectures que j'ai pu glaner je pense tout que ça. Dans des contextes comme celui-là, on peut doivent avoir mieux accès vulgariser, à des personnes. À des personnes. Je sais que le Gabon est très en avance par rapport à ça. Et pourquoi pas prévoir une émission à l'occasion de la Journée internationale des veuves. Ce serait effectivement une bonne idée. Il y en a. Oui. C'est parce que si tu vas au niveau de l'IPRES, il y a tellement de femmes qui viennent prendre leur pension de veuvage. Souvent, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, c'est bon quand même de faire des émissions de vulgarisation par rapport à ces associations-là pour que ces femmes-là s'en approchent. Peut-être qu'ils vont avoir des soutiens financiers ou bien des apports financiers ou bien des accompagnements dans n'importe quel domaine. Ils en auront besoin. Parce que moi, souvent, j'ai des veuves qui m'appellent quand même, des veuves qui m'appellent pour me parler de leur cas. Et puis c'est des veuves, c'est des jeunes femmes qui devaient se remarier, refaire leur vie si elles voulaient, mais elles ne peuvent pas parce qu'ils ont de petits-enfants. Le mari est parti très très tôt en lui laissant en héritage ces enfants-là qu'ils doivent accompagner, qui sont brillants à l'école. Donc lui, il est là pour prendre la relève, mais personne derrière. Donc moi, comme conseil, je lui dis, tiens bon, va dans la maison familiale. Quand toutes les chambres sont occupées, mais ouvre le salon et installe-toi. Escorte la chambre, laisse la location, va t'installer. Tu as ta place là-bas aussi. C'est mieux que de souffrir comme ça avec tes enfants. Où est-ce que tu vas aller? Tu n'as pas de revenus, pas de retombées. Tu finis par perdre tes enfants parce que la famille va finir par s'éclater. Et où est-ce qu'on vont aller ces enfants-là? Approche-toi de la famille. Va taper aux portes parce que s'ils ne viennent pas vers toi, va vers eux. Parce que même en islam, c'est permis. Ceux qui doivent venir t'aider, s'ils ne viennent pas, que tu vas aller taper à leur porte pour demander. C'est pas un jour, ça finira. Les enfants vont grandir et ils vont comprendre le sens de tes actes, des actes que tu posais avant. Donc, souvent, c'est des questions, c'est des conseils que je donne. Des veuves jeunes qui m'appellent, que je connais, et qui me font part de leur propre, parce qu'ils ont besoin de conseils, quand même, d'écouter, de conseils de quelqu'un qui leur parle bien, pour qu'ils puissent quand même orienter leur nouvelle vie. Le choix. Mais dès que ces organisations-là, c'est bon d'en savoir. Moi, je n'ai jamais su qu'il y avait Parce que là, à travers mes lectures, quand même, veuves. j'ai constaté que la proportion des veuves augmente. Présentement, je crois que nous sommes 280 millions. Il y a 280 millions de veuves dans le monde. C'est une proportion bien documentée. Donc c'est une proportion qui est là. Moi, je travaille sur les veuves âgées.
au Sénégal, mais à l'image des difficultés que rencontrent toutes les personnes âgées, elles sont exclues, chassées, expropriées. Ils vivent un calvaire indescriptible. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, il faut encourager des rencontres, comme je l'ai dit, des rencontres comme ça. C'est une société, il faut en parler. Inviter. Nous avons l'avantage d'avoir un spécialiste du social, un psychologue, mais peut-être la prochaine fois, on en aura besoin de l'avis d'un juriste. Oui, bien sûr. Parce que c'est des femmes qui perdent, qui n'ont rien de l'héritage de leur mari. Elles perdent, les enfants perdent. Donc, c'est des choses à voir et à travailler, à corriger. C'est difficile, c'est difficile. Il n'existe pas de mariage parfait, mais il existe des mariages heureux et réussis. Mais il arrive que ce mariage soit interrompu par la mort, malheureusement. Même par ces témoignages d'aujourd'hui de Madame Fall et Madame Ndiaye, nous avons vu qu'il est possible de se reconstruire, de s'en remettre. Ne coupez pas les ponts avec vos amis. Et en parlant de l'entourage, soyez toujours proches de ces personnes qui ont perdu leur conjoint. Elles en ont besoin. Et comme on l'a vu aussi, le fait de se rapprocher un peu plus de Dieu, pour la plupart, ça soulage aussi. Gardez vos bons souvenirs et si besoin est, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute, d'un psychologue. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau. Madame Ndiaye, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à toi. Madame Fall, et vous aussi, je vous remercie. On a eu à partager votre expérience. C'est vraiment riche. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon, tout le plaisir est partagé. Hein? Bon, de toute façon, on est là. Moi, je remets à votre disposition. Parce que cette télé, c'est ma télé, c'est notre télé. Women First TV, c'est pour les femmes d'abord. On doit s'en approprier. Alors donc, la créatrice de la télé, de cette télé-là, elle en a fait son credo, quand même, que les femmes se retrouvent, discuter de leurs problèmes, essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, comme apport, quand même, je ne peux que me mettre à votre disposition. Merci. Mettre ma humble personnalité à votre disposition pour si jamais vous avez besoin quand même d'échanger des idées, quel que soit le sujet. Et on remercie aussi le docteur Soukaina Diop qui a accepté une fois de plus de nous accompagner dans cette émission avec un sujet très important. Merci de m'avoir invitée. Je remercie aussi l'équipe technique de la WF1 TV qui est assez dynamique et grâce à qui nous avons tourné cette émission. Et j'ai été habillée ce soir par Afrique Chic que je remercie infiniment. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro sur la WF1 TV.